Bonjour, merci de me recevoir. Alors, pour me présenter, j'ai une passion. Cette passion s'appelle l'intelligence collective. Je fais de la recherche là-dedans, de la recherche et du développement. L'intelligence collective, vous pouvez le voir de deux façons. La première façon, il s'agit d'une propriété du vivant social. Donc, de l'intelligence collective, vous en faites tous les jours. À partir du moment où vous avez une entreprise, vous mettez des êtres humains ensemble, et ensemble, on essaye de produire quelque chose. L'intelligence collective aussi, ça devient, depuis très peu de temps, une nouvelle discipline de recherche, donc avec son corpus théorique, son approche empirique, son langage également, et qui nous donne vraiment de capacités de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Parce que finalement, jusqu'à présent, on a vécu dans un monde où toute la structure sociale, on l'avait par défaut. On ne la changeait pas fondamentalement, on composait avec. Eh bien, avec Internet, avec tout ce qui arrive aujourd'hui, non seulement il y a une nouvelle forme d'intelligence collective qui arrive sur la planète, chez l'espèce humaine, donc qui amène un redesign complet de toutes nos structures sociales et donc de nos façons d'entreprendre, mais également on a la possibilité de faire du design social, plus que jamais. Et on va voir l'importance qu'il y a justement entre innovation et design social, parce que la façon dont on a une structure collective, la façon dont elle s'organise, va très très largement déterminer la façon dont elle va penser, la façon dont elle va voir le monde. Donc vous voyez déjà ce lien entre l'intelligence collective en tant que discipline et forcément, fondamentalement, les questions de l'innovation. Très concrètement, si je vais voir aujourd'hui un patron d'une grande entreprise, d'une grande industrie de l'automobile, si je lui demande les transports de demain, alors oui, il aura entendu des tas de choses. Il pensera, ben oui, effectivement, voiture clean, verte, autopartage, on en entend parler partout, on fait nos propres expériences, etc. Néanmoins, il va certainement rester dans le paradigme classique de l'objet à vendre, de l'objet mobile à vendre. Parce qu'il a toujours fonctionné comme ça dans ce monde classique qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale. Et puis à côté de ça, la société évolue, elle s'organise de manière beaucoup plus horizontale. Et là, si on pose cette même question des transports de demain à cette société civile, elle va nous parler de open innovation, elle va nous parler de commun, elle va nous parler de open car, elle va nous parler d'optimisation des ressources et des données, elle va nous parler de plurimodalité, et on va avoir finalement un paradigme différent, simplement parce qu'on a une structure sociale, un tissu social agencé différemment. Et là, je crois que vous avez un poste clé pour voir ça, parce que justement, vous fonctionnez dans des modèles beaucoup plus horizontaux que la plupart, en tout cas que beaucoup de secteurs, et ça vous donne un poste d'observation vraiment aux avant-gardes. Alors, je viens aujourd'hui pour parler justement d'innovation, parce que tout se joue dans, effectivement, vous l'avez dit, les signaux faibles. Et j'aime bien, je vais commencer par une citation qui, moi, m'inspire beaucoup. Chaque fois que j'en parle, je retrouve ce même plaisir. Voilà, qui dit « L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. » On ne connaît pas l'auteur de cette citation. Alors réfléchissons un petit peu, justement. L'arbre qui tombe appartient aux signaux forts. Un arbre qui tombe, si j'entends un bruit, que se passe-t-il? En général, mes sens s'éveillent, je vais rentrer dans un mode de réaction. J'active, j'ai mes filtres, en fait, qui existent et qui m'amènent à, effectivement, me positionner par rapport au danger. Si je me trouve dans cette forêt, si je me mets simplement à évoluer dans cette forêt en essayant d'écouter les dangers, je vais passer en mode réactif. Ça veut dire que donc j'ai un filtre, qui m'amène à choisir mes positions et mes actions uniquement en mode réactif. Je regarde les signaux forts. Et là, ça touche effectivement à la posture que je vois de la plupart des dirigeants politiques ou entrepreneuriaux. On observe les signaux forts qui d'ailleurs, on les voit essentiellement à travers les médias conventionnels. Les médias conventionnels nous servent ça tout le temps. Les arbres qui tombent, les catastrophes, les choses auxquelles il faut réagir, ce qui ne va pas. Mais réfléchissons plus avant encore. Il faut voir que même notre structure narrative, la façon dont on construit et on partage notre réalité à travers le langage, s'articule aussi autour des signaux forts. Quand vous rentrerez chez vous, ou dans votre entreprise, si les gens vous demandent vous avez vécu quoi ces 2 jours pendant cet espace ici, au Château des Ménules, eh bien certainement que ce qui aura construit
votre mémoire et ce qui va articuler votre narratif va se faire aussi au niveau des signaux forts. Il y a eu ça, et puis ça, et puis ça, et tel événement. Donc on a une structure très profonde et on peut historiquement, je veux dire, dans l'évolution, comprendre pourquoi nos narratifs se construisent autour des signaux forts. Pourquoi notre mémoire se constitue sur le séquencement des signaux forts. Maintenant, avons-nous la capacité de nous souvenir de ce qui se passe entre ces signaux forts? Si on nous demande, t'as vu quoi entre? Il s'est rien passé, j'ai rien vu. Et là, ça nous pose une question, justement. Ça nous pose une question de notre posture par rapport à ça. Alors, la forêt qui pousse, justement, je reviens à notre forêt ici. Si je veux voir la forêt qui pousse, je dois déjà complètement changer de posture, je dois aller dans cette forêt, et je dois quasiment méditer. En tout cas, m'y installer et observer, tout observer. Pas chercher quelque chose en particulier, mais me mettre dans une posture d'observateur. Le temps change, mes perceptions changent et je vais percevoir des tas de petits signaux, des signaux faibles. La mousse qui pousse ici, des oiseaux qui chantent là, des fleurs qui fleurissent ici, tel animal qui passe là. Et petit à petit, tous ces signaux vont arriver et très probablement à un moment, quelque chose va arriver, un moment magique. Il y a une forêt qui pousse. Il y a une révélation qui se fait. Et tout d'un coup, on a un moment de eureka, on voit qu'il y a quelque chose qui se révèle à nos yeux qu'on n'avait pas vu auparavant parce qu'on fonctionnait en mode rapide ou en mode réactif. Et ça nous pose une première question quand on entreprend. J'aime bien cette distinction, effectivement, entre le chef d'entreprise et l'entrepreneur, ou les gestionnaires. Combien d'entreprises aujourd'hui fonctionnent avec des gestionnaires qui, effectivement, naviguent autour des signaux forts? Il faut préserver le marché, il faut préserver la clientèle, il faut réagir à la concurrence, il faut réagir aux lois, aux contraintes, etc. Et on passe en mode réactif tout le temps. Voilà, donc je voulais déjà commencer cette introduction autour de cette citation qui, pour moi, continue de m'inspirer et qu'on peut après trouver dans des tas de domaines. Il y a un autre exemple que j'aime bien, celui-là. Combien de temps il a fallu ce nombre-là, ce nombre pi, pour le trouver? Il en a fallu de l'observation. Il a fallu des gens qui se posent pour aller chercher maintenant ce nombre qu'on connaît à des centaines de millions de décimales près. Et voilà, là aussi, ça exprime une posture qu'on retrouve évidemment jusque dans les structures profondes de la réalité. Alors, je vais vous parler d'intelligence collective et d'innovation sociale. Pour faire très simple, parce que je ne viens pas pour une conférence sur l'intelligence collective, mais pour faire très simple, on le sait tous, il y a une transition actuellement. Il y a une transition qui nous fait passer de l'intelligence collective pyramidale, autrement dit, on ne pouvait pas faire de grandes organisations autrement que par des pyramides sociales, avec des chaînes de commandement, avec des pouvoirs centralisés, avec des ressources centralisées, avec ce qu'on appelle des monnaies rares, donc l'argent tel qu'on le connaît, qui constitue une technologie tout à fait appropriée pour ce type de société. Et aujourd'hui, voilà qu'on passe à des modèles distribués, un nouveau type d'intelligence collective. Allez, je vais sortir un mot un petit peu technique, on l'appelle l'intelligence collective holomidale de holistique, et que vous avez déjà évoqué en introduction, qui nous montre ces marchés qui s'ouvrent. L'innovation maintenant commence à fonctionner de manière distribuée un petit peu partout. Et puis de plus en plus, on voit des collectifs qui n'ont même pas forcément de nom, ils n'ont même pas forcément de raison sociale ou de pignon sur rue, et pourtant ils deviennent agissants, ils deviennent créatifs, ils définissent une nouvelle économie, ils définissent une nouvelle façon de percevoir le monde, de percevoir la planète. Et je vais développer un petit peu ça, justement, parce que ces éléments-là s'avèrent extrêmement importants. Alors, déjà sur la structure en tant que telle, là vous avez une image déjà assez ancienne, mais de l'Internet. On n'a plus du tout les structures en râteau telles qu'on les connaissait avant, mais ces collectifs-là, si on fait de ce qu'on appelle de l'analyse des réseaux sociaux, ou en anglais SNA, Social Network Analysis, eh bien, on voit des structures beaucoup plus rhizomatiques. Autrement dit, le codage en dur hiérarchique laisse peu à peu la place à des multitudes de connexions multidimensionnelles entre les personnes, et ce qui d'ailleurs place de plus en plus d'entreprises aujourd'hui dans un mode un petit peu schizophrénique, parce que il y a le codage en dur hiérarchique classique, les prises de décision, l'application des politiques décidées par les centres décisionnels, et à côté de ça,
eh bien, il y a une interconnexion entre les gens, souvent d'ailleurs avec des outils extérieurs à l'entreprise, faut le préciser. L'intranet, souvent, ne remplit pas cette fonction, l'Internet va le faire, et on a des structures de plus en plus rhizomatiques. Alors, dans les entreprises, il y a l'interconnexion des personnes qui évoluent, mais bien entendu, dans la société civile, on peut regarder maintenant n'importe quelle thématique, l'énergie, l'éducation, la santé, les transports, tous ces thèmes-là, et on voit qu'à chaque fois qu'une question se voit appréhendée par la société ou par le collectif, on va trouver de plus en plus des structures comme ça. Et ces structures ne pensent pas le monde de la même façon. Là, j'insiste dessus, le lien entre design social et innovation, vous allez voir, s'avère de plus en plus important. Ce qui m'amène d'ailleurs aujourd'hui à avoir de plus en plus de grands dirigeants dans le monde pour explorer cette question. Parce qu'il y a une structure existante, mais on fait comment? Je veux dire, avec tout ce qui évolue. On pourra y revenir dessus dans nos échanges après. On commence aussi à avoir, là je vous livre un peu les hard facts, hein, les faits analytiques. On a de plus en plus de données sociologiques aussi sur ces nouvelles organisations humaines. Hein. Quand on voit un collectif agissant, on va dire, qui partage des idées, qui construit des projets ensemble, et je ne parle pas encore une fois nécessairement d'entreprise avec pignon sur rue et une raison sociale, je parle de collectif, hein, petit, grand, local ou global. On commence à trouver des rôles assez précis qui émergent. Par exemple, vous avez des gens qui vont faciliter les processus, hein, les facilitateurs. Vous avez des gens qui vont en général toujours amener des idées disruptives dans le collectif, donc qui vont bousculer les idées reçues. Vous avez des explorateurs ou des pionniers. Vous avez des connecteurs. Les connecteurs, là, il s'agit des gens qui, justement, savent très bien qui fait quoi et qui savent mettre les autres en relation. Vous avez des gens qui vont, par exemple les archivistes ici, tous ces gens qui aiment, par goût personnel, organiser la connaissance, la rendre congruente et visible pour tous. Et je pourrais continuer encore et encore, mais déjà ce que vous pouvez voir dans ce type de structure holomidale, eh bien, on n'a plus nécessairement les définitions de poste telles qu'on les a connues à l'ancienne. On a des choses beaucoup plus organiques, avec des talents qui se manifestent, une multidimensionnalité, hein, la notion du poste unique et de la circonscription du poste hein, dans un périmètre fermé s'estompe de plus en plus. Et ça ne se joue pas sur un rôle à la fois. Vous verrez de plus en plus de gens qui ont différents rôles dans tous ces réseaux à intelligence collective holomidale. Vous avez cette extraordinaire innovation. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire sans se tromper que l'essentiel ou la plus grande partie de l'innovation se fait aujourd'hui via la société civile. Alors, ça me dit, je ne veux pas faire une ligne tranchée, société civile d'un côté, société privée de l'autre. Attention. Hein. Mais je veux dire par là qu'il y a une interconnexion extraordinaire qui associe aussi les entreprises, en tout cas les gens des entreprises, des humains, et qui font que de plus en plus de choses s'inventent en dehors des traditionnels labos de R&D fermés hein, des entreprises ou des États. Exemple là, vous avez des images d'un site internet connu qui s'appelle Global Eco Village, et des gens qui ont posé une question très simple. Finalement, une ville ou un territoire ou un village, il a besoin de quelle machine pour pouvoir fonctionner? Alors, il a besoin d'éoliennes, il a besoin de machines pour creuser, pour faire des briques, pour se déplacer, pour générer de l'énergie, pour faire cuire, etc. Ils ont envisagé une cinquantaine de machines, petites ou grandes, et ils les ont conçues en open source et avec des objets qu'on peut aller acheter au magasin de bricolage du coin. Ce qui fait qu'un tracteur va vous coûter 10 à 20 fois moins cher qu'un tracteur conventionnel, donc fait dans le mode classique. Et là, ça se répand en vitesse grand V. Autre exemple, je vais vous poser une question. Ces trois objets ont quoi en commun, à votre avis? Je pose la question à la salle. Voilà, il y a imprimante 3D. Alors je peux vous dire, je posais cette même question il y a 1 an ou il y a 2 ans, j'avais pas une réponse. Alors vraiment en silence, on entendait les mouches voler. Et voilà, de plus en plus, oui, voilà, imprimante 3D. Aux États-Unis, ça explose. Hein, je passe beaucoup de temps là-bas. Ça vient en France, ça arrive en France. Et évidemment, ne sous-estimons pas l'impact que ça va avoir sur la fabrication de beaucoup d'artefacts et sur la délocalisation des choses. On pourra en parler un petit peu plus tard si vous voulez.
autre élément aussi, toujours dans les hard facts, des données sociologiques. Qui a entendu parler de ce terme de créatif culturel? Levez la main. Tu peux la lever, ose. Alors, il s'agit d'une des études sociologiques, à mon sens, les plus importantes qu'on ait réalisées ces 15 dernières années. Vous avez un sociologue très connu, je pense un des plus grands sociologues de notre époque, qui s'appelle Paul Ray, américain, et à la fin des années 2000, on lui demande de réaliser la plus grande enquête sociologique sur la société américaine, histoire d'avoir un portrait vraiment très précis, très très complet de la société américaine de l'époque. Et donc ils interviewent quelque chose comme 150 000 personnes, donc 15 000, l'interview dure une journée, un entretien complet d'une journée, donc vous dire un petit peu le sérieux et la profondeur de cette interview. Alors surtout, leur sexualité, leur choix politique, comment ils mangent, comment ils vivent à la famille, leurs loisirs, etc. Quasiment tout. Et cette étude amène une découverte. Une découverte à l'époque, que Paul Ray appelle les créatifs culturels. Il s'agit d'une tranche de la population, d'environ un quart à l'époque de la population américaine, de gens qui pensent différemment, qui agissent différemment. En gros, je vais faire très simple et peut-être un petit peu caricatural, des gens déjà que le consumérisme n'intéresse plus, des gens qui ont une pensée écologique, je ne parle pas d'écologistes au sens politique du terme, mais une pensée, une sensibilité écologiste, des gens qui font de l'activisme social, vont aider leur quartier, soutenir des causes, etc. Des gens qui font du développement personnel et qui veulent équilibrer l'être et le faire. En gros, ils vont donc notamment la notion carriériste les intéresse plus. Des gens qui n'appartiennent à rien sur le combat politique droite-gauche classique. D'ailleurs, ça les intéresse pas. Ils n'y voient pas de sens là-dedans. Par contre, leur engagement politique, ils vont le faire plutôt sur le terrain. Et aussi des gens qui se croient seuls, qui ne réalisaient pas, parce qu'ils arrivent d'une famille où tout le monde fonctionne dans le modèle classique, ce que Paul Ray appelle les modernes, donc ils voient le monde tel qu'on le voit dans les médias aujourd'hui, ou sur CNN ou au journal de 20 heures, qui fonctionne dans le consumérisme classique, le bonheur a une composante forcément matérielle, le monde tel qu'on le connaît depuis les générations passées. Ces créatifs culturels émergent de ce monde-là, et pour la plupart se sentent seuls. Sauf qu'à l'époque où Paul Ray fait cette enquête sociologique, il y en a 80 millions aux États-Unis. 80 millions qui s'ignorent. Et qui changent évidemment les données du marché, parce que ces gens-là consomment tout à fait différemment. L'enquête continue et se réalise dans plusieurs pays, dont la France, dont l'Europe, et nous amène à ces chiffres sans cesse réactualisés, et qui nous montrent qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on a à peu près plus d'un tiers de la population qu'on peut considérer comme créatif culturel. Et en Europe, suivant les pays, 17 à 35%. La France se situe à peu près dans le milieu de la fourchette, aux alentours de 25%. Les pays du Nord, plutôt 35% aussi, donc dans la fourchette haute. Et les pays un peu plus au sud, dans la fourchette basse. Alors ça veut dire quoi au niveau des marchés? Ça veut dire déjà qu'on a affaire à des consommateurs conscients. Ce qui nous amène évidemment à une donnée tout à fait nouvelle de marché conscient que je vais développer. Alors, j'ai donc partagé quelques faits qu'on peut observer dans l'analyse des réseaux sociaux, dans la sociologie, dans les technologies d'innovation qu'on voit. Il suffit de voir l'impression 3D, enfin tout ce qui se passe sur Internet. Donc voilà cette évolution face à laquelle on se trouve. Maintenant, je voudrais partager un petit peu plus justement ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, et qui a déjà un impact considérable pour toute personne qui entreprend, toute personne qui dirige une entreprise. Première chose, justement, l'économie de l'expérience. Je l'ai mis en anglais Experience Economy parce que ça nous vient des États-Unis, notamment d'une étude rendue célèbre depuis, sortie sur la Harvard Business Review, qui a donné lieu aussi à un livre, et qui nous montre l'évolution d'une tendance extrêmement forte et qu'on va voir quasiment exploser dans les années qui viennent, l'économie de l'expérience. Alors ça veut dire quoi? Dans l'économie classique, j'achète un produit, j'achète une paire de lunettes, j'achète une maison, j'achète une voiture, je vais au Biocoop acheter un produit, etc. J'achète un cosmétique. Donc, la finalité de mon acte consiste à l'acquisition d'un produit qui porte des valeurs, qui porte une marque, enfin, tout ce que je peux trouver dans ce produit.
Le passage à l'économie de l'expérience fait que je vais aller chercher une expérience. Je vais dans le monde des cosmétiques, très bien. Je n'achète plus la crème ou le rouge à lèvres ou le shampoing. Je vais aller chercher mon bien-être ou comment améliorer mon look ou ma santé, etc. Je me déplace. Ah ben très bien, l'achat d'une voiture compte beaucoup moins maintenant que dans l'économie de l'expérience où je vais chercher à me transporter suivant des valeurs et suivant un certain nombre d'expériences que je veux avoir. Valeurs que j'ai et comportements que j'ai à la fois en tant qu'individu, liés à mon histoire, mais aussi dans ma tribu. Alors, des exemples de marques qui font ça, on en connaît. Je veux dire, Apple le fait bien, par exemple. Je veux dire, Apple, ils vous vendent pas simplement un ordinateur, ils l'ont compris. Ils vous vendent une expérience, à savoir comment, au travers de votre machine, vous allez vivre des choses, comme la musique, comme le fait de faire des présentations dans votre travail, etc. Starbucks ont commencé aussi avant les autres. Ils pouvaient dire, on vend du café, on fait des cafés, on vend du café. Non, ils en ont fait des lieux de proximité, conviviaux, où les gens pouvaient se rencontrer. Alors avec un modèle maintenant qui s'essouffle et qu'ils doivent renouveler, mais vous aviez déjà les prémices de ce type d'idée. Vous faites des lunettes, très bien, vous vendez la lunette, ou bien vous allez éventuellement vous associer aussi avec d'autres marques qui, ensemble, notamment en collectant des données fines sur les clients et les tribus, vont faire que je vais pouvoir améliorer mon look. Et améliorer mon look, ça veut dire me donner la capacité d'exprimer ce que je veux, m'aider à le faire, d'ailleurs me coacher en quelque sorte, et voir aussi dans ma tribu comment ma tribu me voit moi et comment moi je vois les autres aussi dans la tribu. Donc on rentre dans une expérience complètement sociale et socialisée. Et ça va vous demander déjà de développer un dialogue permanent avec vos clients. Ça va vous demander d'évoluer vers une transparence absolue parce que là, on va rentrer dans des données toujours de plus en plus fines et donc un rapport de confiance absolue que les clients doivent avoir avec vous et qui ne peut venir que par une transparence absolue de vos marques et de vos actions. On pourra revenir dessus sur l'échange. Là, je fais une petite vue d'ensemble. Autre élément, alors je l'ai cité justement, les marchés conscients. Les marchés conscients, ça veut dire effectivement que les gens savent ce qu'ils achètent. Très clairement, finalement, l'acte d'achat ou de non-achat représente un vote. Je vote en achetant ou en n'achetant pas, je vote pour un certain type de société. Si j'achète un produit qui ne me convient pas, je vote pour une société qui ne me convient pas. Et de plus en plus de gens raisonnent comme ça. Donc, vont s'intéresser, évidemment, vous le savez, dans les forums, sur Internet, sur Facebook, dans des forums spécialisés, eh bien, vont toujours chercher la petite bête, savoir si telle entreprise, elle a fait travailler des gens, dans quelles conditions et où. Il y a quel produit dans ce cosmétique ou dans cet aliment. Le PDG a fait telle déclaration, etc., dans telle conférence à Montréal, il y a 6 mois, il a dit une grosse connerie, tout le monde le sait, et hop, ça circule sur Twitter, les médias sociaux. Et donc, ça vous fait des effets papillons qui peuvent s'avérer retentissants, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Ça veut dire que une petite action qui avant, dans les masses médias, dans le monde des signaux forts, ça passait totalement inaperçu en tant que signal faible, aujourd'hui, vous avez des détecteurs, donc des gens, des consciences qui cherchent ça, qui détectent ça, partout, partout, partout. Autrement dit, l'entreprise fermée sur elle-même, qui laisse sortir quelques informations et qui gère une communication à l'ancienne, elle n'a aucune chance à l'avenir. Les marchés conscients, là j'en parle pas simplement en tant que concept, il y a des choses, alors comme toujours les États-Unis ont un pas d'avance, mais vous avez par exemple un service, qui connaît Good Guide? Ça vous dit quelque chose? Bon, ça va débarquer, en France, vous allez voir. Aujourd'hui, avec n'importe quel smartphone aux États-Unis, je vais dans un magasin, je scanne le code barre d'un produit, et j'ai immédiatement une note qui va sortir. Ici, l'exemple de Good Guide, voilà, j'ai scanné ce produit. Ça va me donner une note fondée sur une moyenne de 3 données, une note sociale, environnementale et santé. Et si je veux, je peux aussi, sur mon smartphone, je peux aller voir ce qu'ils ont fait, je veux dire les ingrédients, behind the ratings, voir comment ça se fractionne, toutes les études qu'ils ont pu faire derrière, qui amènent à ces notes finales. Et bien entendu, je peux aussi aller sur le site internet et aller vraiment voir jusqu'à la publication d'un papier scientifique d'un tel et un tel sur tel produit, etc., etc.
Alors, ça pose des tas de questions. Ont-ils une objectivité absolue? Quelle part du pair à pair versus des autorités centralisées? Il y a des tas de débats autour de la notion de rating. Néanmoins, ça devient une démarche autour des marchés conscients. Les gens, de plus en plus, veulent savoir ce qu'ils achètent, qui l'a fabriqué, où, dans quelles conditions, quel produit, quel impact sur l'environnement, quel impact sur la santé, etc., etc., etc. Et ça ne veut pas dire simplement changer votre communication. Ça vous amène à une restructuration interne extrêmement profonde. Parce que les notions de transparence, les notions de beau, de bon, de vrai, toutes ces questions-là circulent à l'intérieur de l'entreprise également. Ça veut dire que la façon interne de communiquer, la façon interne de s'organiser et la façon, bien sûr, d'échanger, de construire le lien à l'extérieur se voit complètement bouleversée. Voilà, là aussi on a des faits. Je vais passer à un autre élément aussi essentiel, peut-être plus subtil, mais non moins important. Alors, avec une photo ancienne, que vient faire un groupe de jazz ici? Pardon? Pour l'animation, oui. Mais tout à fait. Tout à fait. Alors, j'adore cette photo. J'adore cette photo parce que, regardez-la un petit peu. On voit quoi, là? Déjà, vous percevez quoi dans cette image? Ils vivent quoi, ces gens là-dedans? Une passion, ouais. Du plaisir, hein. Ouais. Alexandra dit, il y a un chef. Il est où le chef, Alexandra? Ah, c'est la femme, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on ne le voyait pas bien. Ah ben voilà, on a tout. Alors, j'aime cette image parce qu'elle nous montre un type d'intelligence collective que j'ai pas cité encore, mais de laquelle nous venons en tant qu'espèce, qu'on appelle l'intelligence collective originelle. Originelle, on vient de là. Hein. Il s'agit du petit groupe d'éléphants, de dauphins, de singes, hein, souvent des mammifères, mais aussi chez des oiseaux, et qu'on trouve bien sûr dans nos configurations humaines, un codir, même chose, hein, un groupe de jazz, une équipe de sport, et qui a des particularités très intéressantes. D'une part, une immense agilité, là ce groupe de jazz improvise. D'autre part, chaque joueur perçoit tous les autres joueurs. Hein, dans le sport où les musiciens, chaque musicien perçoit tous les autres musiciens, d'ailleurs à tel point qu'ils n'ont pas besoin de se voir, on voit très bien que chacun entend les autres. Hein. Vous avez donc une propriété essentielle en intelligence collective qu'on appelle l'holoptisme. Allez, je sors un deuxième gros mot, je ne vais pas en sortir trop aujourd'hui, un mot technique, holoptisme, du grec holos, hein, le tout, holistique, et optisme, voir le tout. L'holoptisme, ça dépasse la notion de transparence. Moi, j'entends toujours les entreprises parler de transparence. OK. Mais l'holoptisme veut dire que l'individu a une connexion avec le tout. Il comprend ce que son groupe fait en ce moment même. Et grâce à ça, il peut s'actualiser. Autrement dit, il n'y a pas besoin de chaîne de commandement, là. Si je connais bien le saxo ou le piano, ou si je sais bien jouer mon rôle d'ailier droit au ballon, je sais quoi faire. Et ce que je vais faire se situe à la rencontre de mon expertise, de ma personnalité et de ce tout. Je perçois ce que ce tout fait en ce moment. Et donc, ça me donne une autonomie et ça crée un groupe extrêmement agile dans lequel l'individuation et le collectif fonctionnent ensemble. Il n'y a pas d'opposition entre l'individuation ou le collectif. Question qu'on va souvent retrouver dans des groupes plus grands. Le problème de ce type de structure, et oui, quand on ne sait pas faire des groupes de jazz ou des équipes avec 50, 100, 200 joueurs. On doit passer à une autre structure. En musique, chef d'orchestre, orchestre symphonique, par exemple. En sport, moi je ne connais pas de sport à 50 ou 100 ou 200 joueurs. Il y a une limite. Le 15, par exemple, dans le rugby, il y a peut-être un peu plus dans le monde, mais ça n'ira certainement pas chercher beaucoup plus loin. Cette intelligence collective originelle, si agile, tellement puissante au niveau de ce qu'elle va aussi demander aux individus, dotée de boucles de rétroaction installées dans chaque joueur, on ne sait pas la faire, du moins on n'a pas su la faire à grande échelle. Raison pour laquelle on a créé des structures à intelligence collective pyramidale. Une stratégie extraordinaire, inventée par l'humanité, avec l'écriture et tout ce qui va avec. Mais on le sait, elle a ses limites aujourd'hui, cette intelligence collective pyramidale.
la lourdeur, elle a du mal... déjà, les centres décisionnels se font avec une petite minorité de gens qui ne peuvent pas, aussi bienveillants qu'on puisse les voir, ils ne peuvent pas percevoir l'ensemble de la complexité du monde lorsqu'on a un monde complexe. Ça se fait aussi au détriment d'une certaine liberté créatrice de la personne dans les chaînes de commandement. Enfin, je ne vais pas vous refaire tout le schéma, on va dire, des limites de la structure pyramidale telle qu'on les voit aujourd'hui, telle qu'on les perçoit aujourd'hui. Alors, le lien avec l'innovation ici. Eh bien, l'holoptisme aujourd'hui, on devient en capacité maintenant de le créer dans les grandes organisations. Faire de l'holoptisme augmenté, en quelque sorte. Autrement dit, sous forme de questions plus pratiques, comment puis-je faire évoluer mon entreprise aujourd'hui de façon à ce que chaque participant de l'aventure ait une vision du tout en temps réel et qu'il sache, à partir de cette vision du tout, encore mieux quoi faire, et que ça ne vienne pas simplement d'une chaîne de commandement avec tout l'aspect aveugle que ça peut représenter, voire frustrant. Si vous dotez l'individu d'une vision du tout, alors vision du tout, ça veut, dans l'entreprise, il y a des tas de choses qui vont concerner la vision du tout, pas simplement le chiffre d'affaires ou les conquêtes de parts de marché. Il y a notamment des notions liées aux richesses. Par exemple, si en temps réel, les gens peuvent dire ont-ils confiance dans l'avenir ou aiment-ils travailler ensemble, y a-t-il de la joie, on apprend des choses ou pas, etc. Il y a des tas de richesses intangibles qu'on n'a pas l'habitude de visualiser. Si on voit que ces facteurs de richesse augmentent ou descendent, moi en tant que personne, ça va me donner des tas d'indications. Et bien entendu, j'en reviens à l'innovation. À partir du moment où je sens comment mon collectif se configure et se situe, dans quelles circonstances il évolue, ça me rend nécessairement beaucoup plus créatif. Parce que je vois les marges de manœuvre que je peux avoir et ça peut me donner envie de. Donc vous voyez encore ce lien, j'insisterai jamais assez, entre la structure, la façon dont on design un collectif et puis le potentiel d'innovation. Alors, une autre évolution, je vais revenir un petit peu en arrière, je me disais, vais-je parler de l'évolution de la monnaie et des outils de la richesse? Et puis, j'avais décidé de le faire, et aux surprises, je rencontre, je me trouve nez à nez avec un ancien ami, enfin, que je connais depuis pas mal d'années, Claude Gruffin, parce que depuis des années, ça fait très longtemps que je dis à des dirigeants d'entreprise, dans des meetings comme ça, plus petits ou plus grands, il va y avoir une évolution considérable qui va se faire, l'évolution de l'argent. L'argent, ça représente une très vieille technologie, elle existe à peu près depuis l'écriture, mais ça constitue une technologie qu'on peut très largement faire évoluer. L'argent, souvent, ça manque. L'argent, en tant que technologie, souvent, elle se concentre ici. Si elle se concentre ici, eh bien, il n'y en a plus là. Or, là, il y a quand même des gens et un écosystème qui ont des tas de choses à faire ensemble. Ils ont des richesses, mais on les trouve sous-monétarisées. Que font-ils? Ils attendent, ils se paupérisent, ou alors ils se disent, bah, tiens, et si on créait nos propres technologies pour échanger nos richesses? Et là, on entre dans le domaine des monnaies complémentaires. Les monnaies complémentaires, comme leur nom l'indique, lorsque l'argent fait défaut ou ne remplit pas sa fonction, eh bien, des gens inventent des nouveaux systèmes monétaires et qui va permettre de redynamiser une économie. Alors là, vous en avez une pléthore qui, suivant les calculs, 2000, 5000, 6000 dans le monde, mais en tout cas, vous avez une explosion extraordinaire d'outils, donc de monnaies complémentaires qui vont complémenter le système actuel. J'insiste sur le terme de complémentaire. Comme si on dit un aliment complémentaire, je ne change pas pour l'instant mon alimentation, mais je sais que mon alimentation fait défaut sur tel et tel domaine, eh bien je vais prendre des compléments alimentaires. Même chose, les monnaies complémentaires jouent ce rôle-là. Alors vous avez des monnaies complémentaires locales. Par exemple, un territoire se dit, ben, finalement, l'argent, lui, il a fichu le camp ailleurs, il a fichu le camp à Paris, dans la Silicon Valley, à la City, enfin dans tous les points névralgiques de l'économie. Nous, on a des tas de choses sur notre territoire, et on se trouve comme des couillons, sans pouvoir faire nos échanges, et bien on va créer une monnaie locale, une monnaie fondée sur un territoire, une monnaie complémentaire locale. Vous avez des monnaies complémentaires corporate. On se trouve dans une certaine filière économique, on veut la redynamiser, on va créer une monnaie corporate. Exemple, les Air Miles.
Hein, les miles, tout ce qu'on trouve dans les transports qui vont permettre de louer une voiture, de trouver une chambre d'hôtel ou d'acheter un billet d'avion, etc. Eh bien, ça redynamise les échanges, parce que ce qui compte, ça vient des échanges, ça vient pas de la monnaie en tant que telle, ça vient du fait que les échanges se fassent, les échanges de richesses. Eh bien, les monnaies complémentaires jouent ce rôle-là. Alors, vous en avez comme ça des tas d'exemples. Si vous creusez le sujet, vous avez par exemple aux US le time banking. Les gens s'échangent du temps. Ils font du crédit mutuel de temps. Je donne à monsieur 2 heures de cours d'anglais. J'ai un crédit de plus 2, vous avez moins 2. Ce plus 2, je peux dépenser 1 heure avec vous, vous allez m'aider sur la compta. Et puis 1 heure avec vous parce que vous faites du covoiturage éventuellement dans le coin, etc. Je vais faire appel à vos services. Hein. Et vos moins 2 heures, ben vous pouvez justement donner quelque chose que vous savez faire à une autre personne et ainsi de suite. Et finalement, on se retrouve avec des échanges. Je donne, je reprends, je reçois, une respiration économique qui se fait uniquement parce que les gens s'échangent du temps. Tout simple, juste du bon sens. Et déjà, des entreprises peuvent faire ça en interne aussi. Souvent, on se refacture en département. Et là, je pense qu'il y en a certains dans cette salle qui savent ce que veulent dire des moments où il faut allouer les budgets par département dans une entreprise. Et la foire d'empoigne, évidemment, que ça peut, comme dans un ministère, la même chose. Alors qu'une entreprise peut très bien développer une monnaie complémentaire en interne. Et là aussi, l'impact sur l'innovation peut s'avérer considérable. Alors vous avez Banco Palma, par exemple, aussi une monnaie complémentaire née au Brésil, dans les bidonvilles, qui fait un carton et qui se développe dans le monde entier. Vous avez des tas d'exemples de monnaies complémentaires locales, justement la ville de Totnes en Angleterre, Ithaca Airways, le Kimco Air en Allemagne. Vous avez donc les Air Miles, je vous en ai parlé. Une monnaie complémentaire ancienne, parce qu'il ne faut pas croire que ça vient juste d'arriver, le VIR en Suisse, elle a 80 ans. On estime que la solidité de l'économie suisse vient de cette monnaie complémentaire, faite pour les entreprises, justement. Alors je ne vais pas développer ici parce que je ne viens pas pour ça, mais je lâche cette petite graine et même peut-être cette petite bombe parce que au niveau de l'innovation, vous pouvez penser l'innovation du prochain objet que vous allez vendre, du prochain service, mais l'innovation, elle touche aussi à l'innovation sociale et de savoir comment vous pouvez devenir un organisme vivant, un collectif, beaucoup plus agile et donc beaucoup plus en capacité d'avancer sur les marchés de demain. Et cette agilité, vous la gagnerez d'autant que vous avez la possibilité de créer d'autres outils monétaires. Ça va ? Continue ? Alors, maintenant je vais passer sur le côté obscur de la force, dont on entend aussi, enfin vous entendez parler, je pense qu'il y a des choses que vous savez bien, mais parfois ça fait du bien de le redire, l'anti-innovation. Il y a quoi aujourd'hui aussi comme frein dans l'entreprise qui fait que on a le mot à la bouche, on innove, on veut innover, ça reste l'élément essentiel de notre stratégie, et puis au bout du compte, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a, là aussi, il y a des bouquins entiers écrits là-dessus sur les freins à l'innovation. Je voudrais rester dans le cadre aussi des signaux faibles et en lister quelques-uns qui me semblent un petit peu plus pertinents. Alors, il y en a un évidemment qu'on connaît tous, le paradigme. On vit dans un paradigme. Moi, j'aime beaucoup cette image que je vais vous montrer. Il ne s'agit pas d'une image caricaturale, il s'agit d'un dépôt de brevet qui a eu lieu au début du siècle. Régalez-vous. Eh oui. Alors, ben voilà, vous l'avez dit aussi en ouverture. Je reprends les exemples des lunettes. On fait des lunettes ou on aide les gens à mieux voir? Question. Je veux dire, soit on fait des lunettes, on reste dans le paradigme de l'objet. Hein. On fait des voitures ou on aide les gens à se déplacer? Ah, si on fait des voitures, on va toujours faire des voitures. On fait de la nourriture bio ou on aide les gens à mieux manger et l'environnement et avoir une relation harmonieuse avec l'environnement, etc., etc. Hein. Donc, le paradigme, souvent, alors on se dit, ben oui, tellement évident, les ruptures de paradigme font en faire, ben oui, pas si facile que ça. Notamment, je vous invite à vous poser la question, savoir si, dans votre cœur de métier, vous restez centré sur l'objet versus la mission, en quelque sorte. Et je vais même dire la mission de rêve d'humanité, hein, quelque chose de, quelque part, d'éthéré.
mais qui touche à l'expérience humaine que vous créez, que vous soutenez, et pas simplement attaché, vissé, verrouillé à l'objet qui véhicule cette expérience. Vous voyez ce que je veux dire? La presse a connu ça de plein fouet aussi. On fait de la presse papier ou on véhicule de l'information, et ainsi de suite. Donc on pourrait comme ça multiplier les exemples. Ça touche à des questions de paradigme. Autre élément frein, le fameux dilemme de l'innovateur. Le dilemme de l'innovateur, il dit, ben voilà, on veut faire de l'innovation, mais si on fait de l'innovation, on va tuer notre cœur de marché. Et vous l'avez bien aussi cité avec Kodak. Kodak a certainement représenté l'entreprise qui a le plus investi sa R&D sur l'appareil photo numérique. Mais ils voulaient pas tuer leur cœur de marché, ils avaient des métiers dedans. Ils avaient des milliers de gens qui travaillaient sur la photo argentique, donc ils n'ont pas poussé ça, et la suite, on la connaît. Et on rencontre certainement cette même question aujourd'hui dans le monde de l'automobile. Les gens fabriquent de l'automobile, ils ne fabriquent pas de l'expérience de déplacement. Encore une fois, ils n'ont pas encore détaché ça vers une mission plus vaste que, je veux dire, en tout cas, séparée de l'objet. Bien sûr qu'on va avoir encore besoin de technologie pour se déplacer, de véhicules. Mais s'agit-il simplement de l'automobile? Je crois que là, on a une... Et puis de l'automobile, en plus, manufacturée façon classique dans des grosses usines. Allez taper sur un moteur de recherche après OpenCar, vous allez avoir des surprises. Vous allez voir des gens qui fabriquent des prototypes qui consomment moins et plus performants que n'importe laquelle des automobiles aujourd'hui. Ils ont fait ça en 3 mois. Et avec une bande de gens qui se réunissent et de compétences qui s'assemblent, dont des gens venus de l'industrie d'ailleurs, qui s'emmerdent dans leur labo. On leur file des budgets importants, mais sur des projets à 5 ans ou 10 ans, en 3 mois en méthode agile, ils font mieux. Et en s'amusant. Voyez. Donc voilà, ce dilemme de l'innovateur vous amène à vous poser la question, vous, mon cœur de marché, ok, le voici. Certainement, il y a de grandes chances que on doive le mettre en danger si on commence à se poser les bonnes questions. Ben ouais, voilà. Et ça risque de devoir se faire parce qu'il y a des questions de vie ou de mort de l'entreprise là-dedans. Et alors là, des exemples, on en a pléthore. On pourrait, rien qu'en citant tous les exemples, lui passer la matinée. Ah, et puis alors aussi, autre frein, l'entonnoir. Le truc classique de l'entreprise consiste à dire, allez, on va recruter une bande de créa de gens qui ont des tas d'idées, on a un petit peu nos géo-trouve-tout, et puis on leur laisse un espace libre, un petit peu séparé de l'entreprise, ils ont des tas d'idées, et puis on va commencer à sélectionner certaines idées parce qu'elles nous paraissent effectivement plus réalistes, plus faisables, hein. Et puis on va voir ensuite, on va faire des études de marché, des études de prix, de coûts de fabrication, de prix de revient, etc. On va mettre nos plus fins limiers sur le coût qui vont aussi faire des sondages, des analyses et ainsi de suite. Et à la fin, on arrive avec un produit. Ben oui, mais un produit qui répond à tous les critères raisonnables, où on ne se prend aucun risque et on reste évidemment bien dans les rails. La technique d'innovation de l'entonnoir. Alors il y a quelque chose de très logique de se dire il faut les créatifs d'un côté et puis après on va de plus en plus dans le principe de réalité pour au bout accoucher d'un produit conforme aux attentes du marché. Et on se plante. Vraiment, dans l'innovation, il y a un acte fou. Il y a quelque chose de l'ordre de l'acte de foi. Alors pas dilapider l'argent par les fenêtres, mais quand on regarde les grandes innovations, prenez par exemple l'iPod. L'iPod 1 n'a eu aucun succès. Ils ont fait un flop, mais ils ont tellement appris avec cet iPod 1 qu'un an plus tard, Apple crée iTunes, et puis la combinaison avec iTunes et tout ça fait que de manière incrémentale, on connaît la suite. Google Earth, au début, je veux dire, ils ont fait ça, il n'y avait aucune visibilité sur le retour sur investissement que Google Earth représentait. La suite, on la connaît. Vous voyez, il y a des postures tout à fait différentes qui nous amène, je ne vais pas dire dans l'irrationnel, parce qu'il ne s'agit pas d'aller là, mais dans l'au-delà du rationnel, de sentir, de flairer les choses, d'oser faire ce genre de choses, d'oser tenir des paris. On ne peut pas perdre en se plantant parce qu'on aura appris des choses. La Prius Toyota, même chose. Je veux dire, la Prius 2 a eu du succès, ils ont pris un râteau énorme avec la 1, mais il n'empêche qu'ils ont suffisamment appris pour leur modèle suivant, implémenté, et la suite, on la connaît également. Voilà. Donc le dilemme de l'innovateur se trouve là dans cette fonction entonnoir. Autre frein à l'innovation, le fameux signe noir. Qui connaît cette expression du signe noir?
Alors, ça nous vient au départ d'un problème philosophique. En Europe, on ne connaissait que des signes blancs. Hein, et des philosophes disaient, ben, on n'a vu que des signes blancs, donc tous les signes de l'univers, voilà, ont la couleur blanche. Hein. Et donc, il y avait des joutes philosophiques en disant, mais ça ne veut pas dire, parce qu'on n'a vu que des signes blancs, qu'il n'y a pas un signe noir quelque part. Et ça pose aussi une question mathématique d'ailleurs. Et puis, on découvre, enfin, l'Européen découvre l'Australie, et là-bas, en Australie, ils ont des signes noirs, donc voilà la réponse. Alors, transposé dans le monde du corporate, ça prend un sens un petit peu différent, dans le sens où le signe noir représente l'accident inattendu, mais qui change tout. Finalement, le jour où on découvre un signe noir, pas 10 000, un seul, ça change toute nos théories sur les signes. Il n'y aura plus rien de pareil. On doit changer l'entièreté de notre théorie. Le signe noir, ça vient aussi lorsque Galilée et Copernic passent du modèle ptoléméen à un modèle héliocentré, le Soleil faisant partie du centre de la constellation des planètes. Ben oui, mais ça change tout. Ça change toute notre cosmogonie, notre vision du monde, la façon dont on va procéder et agir dans le monde. Donc parfois, il y a une proposition, et une seule, qui va changer toute notre façon de voir les choses, et donc toute notre façon d'innover. Cas classique dans l'innovation, on n'a jamais volé, donc on ne volera jamais. La preuve du passé nous donne la preuve du futur, et on connaît la suite. Donc, dans l'innovation, voyez déjà en vous-même dans vos raisonnements, mais aussi dans ce que vous entendez autour de vous, lorsque quelqu'un vous dit « on n'a jamais fait ça », comme preuve légitime que ça continuera de la même façon. Et ça nous ramène, encore une fois, au signal faible et à la posture de se dire « eh ben si, peut-être que ça peut, et peut-être que je vais mettre de l'énergie et le temps nécessaire pour aller sentir si finalement on ne pourrait pas la faire, cette chose-là ». Voilà, le signe noir. Alors, un dernier, je finis peut-être par le plus subtil, le plus difficile, la corrélation. Ah, celle-là, j'ai encore un petit peu de mal à l'expliquer ou à la partager parfois. Je vais commencer sur une notion statistique. Il y en a dans la salle qui font des cosmétiques? De la parfumerie, en tous les cas. De la parfumerie. Mais bon, je vais vous livrer un secret. Pour ceux qui en font, on a découvert que ceux qui vendent des crèmes solaires provoquaient plus de noyades. Ah, si vous corrélez les choses. Ah, voilà, et oui. Pourquoi il y a plus de noyades avec les utilisateurs de crème solaire? Ben parce qu'ils se mettent à la crème solaire pour une raison, ils vont à la plage, donc ils se baignent. D'accord? Alors ça semble énorme de dire que la crème solaire crée des noyades. On n'a pas une relation de causalité, on a une relation de corrélation. D'accord? Oui, mais en innovation, ça touche quelque chose de subtil, parce que souvent, on va raisonner sur, tiens, le marché, il a évolué de telle ou telle façon, parce qu'un tel a sorti tel produit. Et en fait, non, il y a des mécanismes de corrélation, mais pas de causalité. Et ça, si vous voyez des causalités là où il y a des corrélations, ça peut vous induire en erreur dans vos façons d'innover, parce que vous allez vous dire, ah ben tiens, eux, ils ont fait A et ça a causé B, donc moi je vais aussi faire A pour augmenter B. Et on se plante. Donc, je sais que je dis quelque chose d'assez, peut-être un petit peu subtil là-dessus, mais ne jamais perdre cette distinction entre causalité et corrélation, parce que en innovation, ça a son importance aussi, en particulier dans le ressenti. Alors, pour finir, je voudrais partager, on va dire, 3 clés qui me semblent essentielles si on essayait de retenir quelque chose. Et puis, la question qui tue. Alors, 3 clés. La première clé, j'en ai parlé, je ne le redirai jamais assez, elle touche à l'innovation sociale. J'ai par exemple le plaisir de faire des choses avec l'ADEME, l'Agence de développement de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc le bras opérationnel de l'État, sur toutes les questions de l'environnement et de l'énergie.
Sur les questions de l'environnement et de l'énergie, il voit très bien que l'innovation sociale devient même prépondérante sur l'innovation technique. Bien sûr qu'on peut faire de meilleures éoliennes, de meilleurs moteurs, de meilleures pompes à eau, des tas de techniques pour améliorer l'environnement, des technologies, etc. Bien sûr. Mais il n'empêche que la façon dont les citoyens s'organisent autour de leur environnement, autour de leur énergie, la façon dont ils vont mutualiser les ressources, les informations, l'innovation, etc., s'avère essentiel. Et donc les clés principales se jouent dans l'innovation sociale. Or, si je parle de l'ADEME, ils n'ont pas de connaissances là-dessus. Ils ont toujours fait de l'innovation technique. Ils ont des tas d'ingénieurs extrêmement talentueux qui savent analyser dans le détail des dossiers extraordinaires sur le plan d'innovation technique, mais qui se trouvent totalement désarmés face à ce qu'on voit dans la société civile qui se met en place. Et les entrepreneurs d'aujourd'hui, même chose. Souvent, l'entreprise, quand on parle innovation technique. Quel nouveau produit on va faire? Et on oublie que la façon même d'imaginer un produit dépend du paradigme dans lequel les gens se trouvent eux-mêmes. Et ce paradigme vient essentiellement du design social. Une entreprise pyramidale classique ne pense pas, ne perçoit pas, ne décide pas, n'innove pas de la même façon qu'une entreprise holomidale. Mais pas du tout. Elles n'ont pas la même structure sociale, elles n'ont pas la même vision du monde, elles n'ont pas la même faculté d'innovation. Donc, si vous voulez aller vraiment vers l'innovation radicale, je ne parle pas de l'innovation incrémentale, le modèle un peu mieux que le précédent et ainsi de suite, vous ne ferez pas l'économie d'aller chercher à créer des structures très différentes, et je vous conseille pour ça plutôt des structures différenciées, fonctionner avec des startups, vous faites une spin-off, faites une business unit séparée, mais changez l'ADN de ces groupes-là, dotez-leur d'une extraordinaire agilité, soutenez-les, arrosez-les, comme une plante, comme une graine, mais faites-le au travers de l'innovation sociale. Première chose. Deuxième chose, je l'ai un petit peu évoqué aussi, le rêve d'humanité. Alors, ça fait peut-être un peu poète de dire ça. Vous voyez, je vous montre notamment ici une extraordinaire image de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Luc Scheuten, un ingénieur, et qui imagine les villes de demain. Et notamment des villes dans lesquelles, par exemple, les maisons pousseront. On servira des arbres, on va faire pousser sa maison, par exemple. Donc, qui vraiment fonctionne, fait passer du monde minéral classique des villes d'aujourd'hui à des villes organiques, des villes vivantes. Et on sait faire. Je veux dire, il n'y a rien qu'il n'invente qu'on ne sache pas faire aujourd'hui. Il le démontre ensuite en tant qu'ingénieur. Après, ça donne lieu, comme vous savez, la conquête de l'espace à des dessins d'artistes, mais ça a commencé par des gens comme ça, visionnaires, qui à la fois mélangeaient le rêve et le concret technique. Alors, le rêve d'humanité, justement, il a des fonctions très importantes. Je l'ai un petit peu évoqué, vous faites des lunettes, vous aidez les gens à mieux voir. Et vous cherchez une société, finalement, où les gens vont non seulement bien voir, mais même peut-être voir encore mieux que ce que l'espèce a eu comme faculté auparavant. Peut-être, pourquoi pas. Ça veut dire quoi, l'expérience de bien voir? On fait des produits bio, comme on en parlait hier avec Claude Gruffat à table. Très bien, alors... On fait des produits bio, ou bien on imagine une société qui va avoir une relation symbiotique avec son environnement, des gens en bonne santé, qui ont du plaisir festif à manger correctement, mais en plus dans une relation vraiment quasiment de communion avec les autres, l'environnement, etc. Vous voyez, cette notion de rêve d'humanité, je ne le dis pas pour la beauté comme ça des choses, mais simplement elle a un impact très fort. Ça veut dire déjà qu'on remobilise les troupes, parce que il y a une question... un petit peu difficile que je pose souvent aux dirigeants avec lesquels j'ai le plaisir d'avancer. Imaginez que vous fassiez un sondage dans votre entreprise et vous demandez à chacun, à vous-même compris, voilà, si vous aviez, 50 millions d'euros sur votre compte en banque, viendriez-vous travailler le matin? Qui viendrait? Alors, vous imaginez la réponse. La plupart des gens diraient non, je ferai autre chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont un métier difficile ou affreux, etc. Beaucoup de gens diront, j'aime mon métier, je ne veux pas faire les choses en noir ou blanc. Néanmoins, s'ils avaient cette liberté financière, ils feraient autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la glu sociale, ce qui tient les gens, qui les fait arriver à 8 heures du matin au travail, tient quand même essentiellement à la ressource financière qu'ils vont avoir, à la ressource matérielle qui leur vient. Donc une dépendance à ça.
Si on retire cette dépendance, eh bien l'entreprise, à mon avis, se disloque. Maintenant, imaginez, je veux dire, quand on regarde les grandes révolutions, des gens qui vont se prendre de la mitraille ou de la torture, etc., pour faire avancer la société, il y a un rêve d'humanité qui l'émeut. Ils n'ont pas un salaire au bout. Il y a un rêve d'humanité. Ça veut dire que ça met en place une force de motivation, une force motrice à l'intérieur de l'humain absolument extraordinaire. La principale. Donc l'entreprise ultime, pour moi, se définit par l'entreprise où les gens diraient, ben, même si j'avais 50 millions d'euros sur mon compte en banque, je viendrais faire ce que je fais le matin. Parce qu'il y a un rêve derrière et je veux participer à ce rêve. Alors évidemment, là je vous parle d'une utopie, mais on peut quand même sacrément bouger le curseur, parce qu'une entreprise qui redéploie son rêve d'humanité veut dire que déjà elle va associer la société civile à son projet, donc on n'a plus simplement un client, mais on a un acteur de ce changement, et les gens se sentent complètement investis dedans, et on retrouve l'économie de l'expérience, dont je vous parlais. Vous voyez, donc tout ça se lie. Et d'autre part, vous allez aussi attirer dans, je dis pareil, les gens qui vont venir travailler, des gens motivés par ce rêve, et pas simplement par l'intérêt d'une fonction, un salaire, etc. Ce qu'on demande dans les recrutements classiques. Vous venez pourquoi? Je veux dire, bon, oui, j'aime bien mon boulot, j'aime bien faire du marketing, j'ai telle et telle expérience, j'adore faire ça, etc. Oui, ok, vous auriez 50 millions, vous feriez quoi? Ben, j'irai ailleurs. Hein, quand même, voilà. Donc, s'il y a un rêve, vous allez créer une glu sociale absolument extraordinaire. Il n'y a pas plus puissant que ça. Donc, vous allez attirer des gens d'une qualité tout à fait différente. Et ça, évidemment, ça se travaille dans l'entreprise, ça s'approprie, ça fait l'objet d'un travail collectif qui crée vraiment un lien social très important. Donc, j'insiste sur ce deuxième point. Et puis, le troisième point, ben voilà, soutenez vos pionniers. Alors, là aussi, une évidence. Et pourtant, tellement évident que je le vois pratiquement nulle part. Vraiment. Je fais la différence entre la R&D et les pionniers. La R&D, il y a des gens, effectivement, qui connaissent un marché, ils ont un cahier des charges, ils ont des délais, certains font de la recherche fondamentale, ça reste dans un cadre. Le pionnier, lui, il a quelque chose de différent. Déjà, il aime ça. Les pionniers aiment ça, ils aiment aller dans des zones inconnues, ils aiment prendre des risques, ils ne savent pas forcément à quoi va ressembler demain. Ils vont connecter des trucs auxquels on ne penserait même pas. Donc il s'agit de gens en avance, mais qui reviennent. Les pionniers, ils reviennent. Hein, ils explorent et puis ils reviennent et ils partagent ça. Question, avez-vous dans votre entourage, dans votre entreprise, des pionniers? Donc des gens que vous soutenez inconditionnellement, qui vont ramener des idées et des connexions que vous savez non seulement écouter, mais soutenir aussi. Et que vous, là aussi, vous les soutenez dans un cadre hors de l'entreprise. Ça ne se joue pas dans le fonctionnement au quotidien. Et si ça donne lieu à un projet, là aussi, faites-le de manière séparée, peu importe la construction juridique de ça, mais laissez un ADN social émerger, différent, de façon à ce que ces nouveaux marchés conscients, transparence radicale, toutes ces valeurs, tout ce dont j'ai parlé, puissent exister pleinement et petit à petit inspirer les gens de la maison mère. Je veux dire, après, vous savez, on fait des conduites de changement extrêmement coûteuses et souvent qui accouchent d'une souris, alors que lorsqu'on laisse une structure se déployer avec des gens qui s'amusent et qui, au bout d'un moment, font des percées, eh bien, les autres, ils ont envie d'y aller. Hein. Je peux vous dire que le système migratoire, il se fait tout seul. Vous n'avez pas à vous embêter. La conduite du changement, elle se fait toute seule. Hein. Donc, il y a une posture, là aussi, que vous pouvez réfléchir vis-à-vis des pionniers. Et puis, je vais faire une chose qu'aucun conférencier doit faire, finir par un petit peu de poil à gratter. Normalement, on doit toujours finir avec quelque chose d'agréable. La question qui tue. Voilà. En fait, on me sollicite assez souvent dans des entreprises dans différents pays pour participer à la réflexion sur la stratégie, l'innovation, 5, 10 à 15 ans. Et donc, il y a une envie réelle. Moi, je pose une question très simple qui déjà élimine 99% des personnes qui me contactent, auxquelles je dis, écoutez, non, on fera rien ensemble. Avez-vous, vous, dirigeants, la capacité de passer déjà une semaine au vert pour simplement réfléchir ça? Une semaine.
Je peux vous dire que la majeure partie du temps, écoutez, non, parce que va falloir réunir tout le staff, et puis compliqué, mon agenda, vous savez, à 2 ans, etc. Alors il y a bien telle période, oui, mais là j'ai mon codir et tout ça, et puis ou alors on commence à prévoir quelque chose, et puis 3 semaines avant, patatras, il y a le truc, il y a l'incendie, etc. Et ça montre qu'on a affaire effectivement plutôt à des gestionnaires d'entreprise, de bons gestionnaires, je mets pas ça en cause. Mais la phase d'innovation, finalement, se voit rarement portée, incarnée par les dirigeants. Ça, je le vois assez rarement. Alors, vous pouvez peut-être vous poser la question, justement, avez-vous la capacité aujourd'hui, dans votre entreprise, la capacité et l'envie de vous mettre une semaine au vert pour vraiment, 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 vraiment penser l'entreprise, l'aventure humaine différemment de ce que vous faites, en dehors des critères habituels de gestion, de management et d'extinction des incendies. Et maintenant, je vais un petit peu plus loin. Avez-vous la capacité, si vous vous lancez, de faire ça une semaine par trimestre? Eh oui, mais l'innovation. Je veux dire, allez voir maintenant les entreprises qui innovent, ils font tous ça. Ils ont tous des moments très importants où ils se mettent au vert. Ils séparent éventuellement l'exécutif, je veux dire, donc les gens qui vont effectivement gérer, administrer, mais ils ont des dirigeants qui portent l'étendard de l'innovation, qui portent le brin de folie nécessaire à ça. Peut-être vous dans l'entreprise, ou peut-être des personnes qui vous rejoindront, peu importe. Hein. Il y a des tas de possibilités. Et voilà, cette simple question de la semaine, je trouve, peut en dire pas mal. Voilà, je vous remercie, et on va pouvoir échanger. Merci Jean-François. Alors... Bon.